des garanties qui peuvent nous dire que bon, ça peut tenir? Le premier avantage, c'est que l'Israël a besoin des États-Unis pour l'ensemble de ses opérations, à la fois dans la bande de Gaza et également dans l'ensemble du Moyen-Orient, notamment dernièrement en Iran. Donc c'est peut-être une des premières pistes. La deuxième, c'est que Donald Trump, on le sait, il a toujours dit qu'il rêvait d'avoir le prix Nobel de la paix. Et l'une des chances, comme Barack Obama, notamment son grand rival, l'une des chances pour lesquelles il pourrait avoir le prix Nobel de la paix, c'est éventuellement une paix entre Israël et Palestine, et éventuellement un jour une reconnaissance de la Palestine. L'autre point aussi qui peut intervenir, c'est que Israël est en opération notamment sur l'Iran et ne pas ouvrir ce qu'on appelle une multiplication des fronts. On se rappelle notamment que depuis le 7 octobre, lorsque il y a eu l'apparition du 7 octobre, Benjamin Netanyahu avait dit très clairement qu'il ne peut pas combattre à la fois sur le front nord et protéger le front contre le Hezbollah et notamment le Liban et multiplier les fronts parce que l'armée israélienne... Gaza continue d'être bombardée. Gaza continue d'être bombardée. Donc en fait, ils peuvent pas multiplier les fronts parce qu'ils n'ont pas l'armée nécessaire. On se rappelle quand même que c'est un petit pays et donc ils peuvent pas multiplier les fronts et multiplier les opérations. Donc pour toutes ces raisons, ce serait possible. Là où je mets un point de bémol, c'est que autant Donald Trump, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, avait une mainmise sur Netanyahou et en tout cas lui mettait une pression maximale. Mais on a vu notamment que Benjamin Netanyahou se permettait parfois d'aller à l'encontre de Donald Trump lorsqu'il s'est permis de bombarder l'Iran ou encore de ne pas respecter le cessez-le-feu, négocié entre l'Iran et Israël sous l'égide de Donald Trump. L'Europe est dans une position difficile. La première, c'est que dans ce genre d'opération, en fait, on sert pas à grand-chose. On sert sur deux leviers. La question de l'aide humanitaire amenée à Gaza, donc on a un effet de levier, mais pas sur Netanyahou, mais plutôt sur éventuellement le Hamas. Et le deuxième effet de levier qu'on n'a pas malheureusement, c'est qu'en fait, on n'a pas d'outils et on n'a pas d'armes. Or, ce qu'avait dit Bismarck, c'était une chose qui était très claire, c'est que la diplomatie sans les armes, c'est un peu la musique sans les instruments. Or, aujourd'hui, l'Europe, par l'intermédiaire notamment d'Emmanuel Macron, essaye d'exprimer des positions sur le conflit israélo-palestinien, notamment éventuellement en reconnaissant l'État palestinien, même si ça a été reporté, mais on n'a pas d'outils réels, diplomatiques ou militaires, pour pouvoir le mettre en œuvre. Je pense que le sujet essentiel, et ça va être ça l'enjeu, c'est que en fait, Emmanuel Macron a compris depuis le début de l'année que tout l'enjeu de l'Europe, c'est de arrimer Donald Trump aux positions françaises et aux positions européennes. On a vu qu'il avait essayé de l'arrimer, notamment sur la guerre en Ukraine, en l'amenant davantage du côté de Zelensky que du côté de Vladimir Poutine, pardon. Et ensuite, après, sur le conflit en Iran, il a essayé éventuellement de pousser à convaincre Netanyahou de ne pas aller dans une escalade et éventuellement dans une guerre régionale. Donc son rôle à lui, comme il a une relation privilégiée avec Donald Trump, c'est d'appeler avec le chancelier allemand, donc Friedrich Merz, qui sont les deux grandes puissances, à convaincre Donald Trump d'aller sur les positions européennes pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait l'électorat MAGA, donc l'électorat de Donald Trump, est très anti-guerre et très anti-interventionnisme américain dans le Moyen-Orient, et c'est là où les positions éventuellement américaines de l'électorat de Donald Trump et les positions européennes convergent et peuvent aller dans le même sens. On va à ce moment-là que l'Europe, justement, va pouvoir peser sur ce conflit et sur la reconnaissance ou pas d'un État palestinien. Vous avez raison, tant qu'il y a des questions militaires et tant qu'on reste sur une situation de guerre, l'Europe n'a pas beaucoup de leviers parce qu'elle n'a pas une armée capable d'opérer sur ce contexte. Par contre, là où elle a deux leviers qui sont principaux, c'est éventuellement s'il y a une opération de maintien de la paix, sous l'égide de l'ONU ou sous l'égide de notre agence, l'Alliance des pays arabes, etc. Peut-être que l'Europe peut apporter des forces de sécurité, même si elle n'en a pas beaucoup. Le deuxième paramètre où elle peut jouer, c'est la question de l'aide humanitaire. On a vu que pendant la guerre en Ukraine, c'était l'Europe qui avait apporté le plus de soutien humanitaire à destination des Ukrainiens. Donc, on est capable de déployer un certain nombre de finances, surtout que les autres pays ne veulent pas le faire, pour apporter de l'aide aux Gazaouis. La question essentielle, moi, je pense, ensuite, après, éventuellement politique aussi. Là où on a éventuellement un impact. Il y a un sujet où moi, je vois une piste qui peut être éventuellement intéressant. C'est que Donald Trump veut être prix Nobel de la paix. On a vu que lorsqu'il avait apporté la paix dans l'escarmouche ou le conflit entre le Pakistan et l'Inde, le gouvernement pakistanais avait fait une recommandation pour qu'il devienne prix Nobel de la paix. Le seul levier que possède Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron, c'est de dire à Donald Trump, notamment Emmanuel Macron, que si il arrive notamment à reconnaître l'État palestinien et à porter la paix à Gaza, il est inconsidérablement dans le même niveau que ce qu'avait fait Bill Clinton lorsqu'il avait établi les accords d'Oslo entre Isaac Rabin et Yasser Arafat. Donc ça amènera éventuellement Donald Trump dans la cour ou dans la liste des nominés pour un prix Nobel de la paix. Et je pense que c'est ça éventuellement que joue Emmanuel Macron lorsqu'il veut d'abord reconnaître l'État palestinien pour ensuite éventuellement faire une pression sur Donald Trump, parce qu'on le sait que les États-Unis sont divisés sur cette question, pour éventuellement forcer le président américain à aboutir sur cette question. Il n'est pas complètement hostile. Pourquoi? J'ajouterai juste un dernier élément. C'est qu'à la différence de son premier mandat, où il y avait son gendre, le mari d'Ivanka Trump, Jared Kushner, qui était très pro-israélien, était conseiller spécial, il n'est plus là-dedans. Donc, la ligne de Donald Trump n'est pas exactement la même qu'entre 2016 et 2020. Donc, il est plus sur une ligne de paix. Un peu plus distancié par rapport. Il est plus sur une question de paix, parce que son électorat le montre très clairement. Il ne veut pas d'intervention militaire des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient, parce qu'il considère que c'est une catastrophe depuis la Deuxième Guerre du Golfe. Changer, ou tout du moins la canaliser.
Je pense qu'il faut distinguer. Très vite, hein. Il faut distinguer la Cisjordanie de Gaza. Je pense qu'à Gaza, actuellement, c'est compliqué pour les gens de dire qu'il faut être ami avec les Israéliens au regard de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Mais un pas vers une reconnaissance permettrait en fait de faire émerger des nouveaux leaders politiques capables d'avoir plus d'emprise sur la population et le diriger vers quelque chose de nouveau. Ça avec peut-être un contre-pouvoir par rapport au Hamas. Exactement, c'est à peu près ça l'idée. C'est pour ça que Macron a raison de le faire.